Cette semaine, dans le balado Mon Ciné, on a un épisode de thématique spéciale sur le film Le Plongeur. Donc, vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Oui, comme à l'habitude. C'est quand même un des films que... On est juste fin février, mais que j'attendais le plus, moi, cette année. Le Plongeur. Ben oui, on a vu la chance, dis-je, de jaser avec Francis Leclerc, le réalisateur et co-scénariste, et son co-scénariste Éric Kaboulian, il y a quasiment un an. Il y a un an, pas mal, ouais. Et ils nous avaient mis vraiment l'eau à la bouche. On avait très hâte de voir enfin le fruit de leur travail. Eh bien, c'est maintenant chose faite. Le film est à l'affiche depuis le 24 février. Et toute l'équipe, une grosse part de l'équipe, en fait, était présente à Québec la semaine dernière pour présenter le film juste avant sa sortie officielle. Puis, on n'a même pas pu parler à tout le monde. J'aurais vraiment aimé ça, en fait, mais là, faute de temps et d'espace et tout, c'était pas possible. Mm-hmm. Mais on a quand même parlé à des gens qu'on considère importants dans le processus de ce film-là. Tout d'abord, au niveau de l'écriture, Éric Kaboulian, comme tu as mentionné, co-scénariste et quasiment scénariste principal, je pense, un peu dans l'affaire. Mm-hmm. Et en compagnie de Stéphane Larue, l'auteur du roman Le Plongeur. Ce qui est vraiment hot quand même, parce que je pense qu'il est quand même quelqu'un d'assez timide, réservé dans la vie. Je pense qu'il va pas beaucoup dans les médias. Donc, ça, c'est vraiment une belle chance qu'on a eue de lui jaser. Oui, exact. Et de revenir aussi sur... Parce que c'est comme un roman un peu autobiographique, finalement, d'une phase de sa vie, là, en début vingtaine. Et par la suite, on a parlé avec Francis Leclerc, donc le réalisateur, et Henri Picard, qui tient le rôle titre, donc celui de Stéphane, finalement. Le plongeur le en question. Plongeur. Donc, très sympathique jeune comédien à surveiller, vraiment d'un talent fou. Et là, rapidement, si vous dites, OK, mais c'est quoi Le Plongeur? J'ai jamais entendu parler de ça. Ça a été un livre qui a connu un gros succès autour de 2016. Ouais. Fait que c'est la jeunesse, à peu près à 18-19 ans, d'un jeune homme à Montréal qui est pas trop passionné dans ses études, quoi qu'il aime le graphisme, c'est en quoi il étudie, mais il y a des dettes de jeu. Il est accro au gambling, aux machines à sous. Fait que ça va l'amener dans une spirale de mensonges et de dettes. Mm-hmm. Fait que pour essayer de pallier à ça, il va se trouver un emploi comme plongeur dans un restaurant très populaire, assez huppé du plateau Mont-Royal. Et il va découvrir une nouvelle faune, les cuisines, qui est une espèce de guerre, mais qu'on traverse tous ensemble. Fait que c'est un roman qui était très, très descriptif sur l'ambiance, puis commencer, puis le ressenti d'être à la plonge et dans de la restauration. Fait que c'est un traitement qui a été vraiment adapté dans le film, finalement, par Francis Leclerc. Et il faut dire que l'action aussi se déroule au début des années 2000, ou peut-être en 2002, je pense. C'est ça, donc aussi on dépeint le Montréal, le nightlife de cette époque-là. Fait que là, et c'est un fan de musique métal surtout, fait que ça va transparaître dans la trame sonore qui est aussi décrite là, dans le roman. Puis, fait que bref, va se ramasser dans cette spirale de mensonges-là un peu, mais il va réaliser que son addiction au jeu va être transférée vers son addiction à travailler, à clencher ces roches-là. Ouais, parce que ça occupe son esprit, le fait de travailler, ne pense plus à jouer. Ouais. Puis là, il va rencontrer une palette colorée, c'est ça, de gens qui sont tous... Pas des gens problématiques nécessairement, mais juste qui ont leur travail. Peut-être un peu atypique, mais sans dire nécessairement que c'est de même dans tous les restos et que tout le monde est weird, là. Mais ça a donné de même dans sa vie qu'il a rencontré des personnages aussi hallucinants. Fait que bref, cette genre de tension-là qui va remettre à comment il va gérer tous ses problèmes d'argent au travers de tout ça, qui est une forme de récit d'apprentissage d'une certaine manière, mais pas très conventionnel dans sa forme. Donc, c'est pas un film à punch, alors on va rien divulgacher de majeur dans les entretiens. Non, exactement. Donc, rassurez-vous, si vous n'avez pas vu le film, ça va peut-être juste au contraire vous donner le goût d'aller le voir. Et si vous l'avez vu, c'est un petit plus sur le genre de behind the scenes, qui d'ailleurs, on en discute un peu avec Francis. Ils ont tourné une espèce de footage de behind the scenes qu'on trouve d'habitude dans les DVD à l'époque. Puis qui était un peu nostalgique de ça. Fait qu'ils ont quand même insisté pour faire ça. Fait que c'est une entente avec la plateforme Crave, mais c'est gratuit. C'est pas sur le Crave payant. Fait que je sais pas trop. Je pense moi, j'avais trouvé le lien via
le Facebook du distributeur, là, Iminofilm, mais tu tapez Google, c'est ça. Le plongeur Making of, exactement, puis ça dure à peu près 24-25 minutes, et on en discute, ça a été réalisé par son fils. Oui, c'est ça. Et c'est très cool, honnêtement, c'était vraiment intéressant de voir les images de tournage, les coulisses de production, de voir cette cuisine-là qu'on se construit en studio et tout ça. Donc, souhaitons qu'on aura plus de genre d'initiatives-là, parce que moi, je dois avouer que ça me manque. J'adorerais ça, écouter les suppléments à l'époque sur les DVD et tout ça. Donc, je trouve que ça nous manque, parce que c'est toujours fascinant de voir tout le travail là, mis pour faire un film quand même. Ouais, puis tu sais, je finis cette parenthèse-là aussi. Ce qui est bien, c'est qu'on y a accès pendant que le film est au cinéma, donc sa première vie. Alors qu'à l'époque, c'était plus pour mousser la vente physique de DVD, pas de VHS, là, mais DVD Blu-ray. Puis là, ça s'est perdu. Mais là, maintenant, finalement, c'est même encore un plus, finalement, d'inciter à aller au cinéma pour voir le film. Fait que voici, on vous présente back-à-back nos 2 entretiens pour Le Plongeur, et on vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller voir le film Le Plongeur dans votre cinéma favori. Alors, nous sommes en compagnie de Stéphane Larue, auteur du roman Le Plongeur, et d'Éric Kaboulian, co-scénariste du film. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci d'être dans le balado. C'est fait plaisir cool de vous recevoir. Merci de nous accueillir. Co-scénariste et comédien, finalement. Oui, c'est ta nouvelle tendance. C'est vers ça que je vise, en fait. Je vais plus écrire. Je suis tanné. Mais est-ce que toi qui... Avec non, Francis, tout le monde pense que, tu sais, c'est comme Eric qui s'écrit des rôles, mais c'est pas ça. Tu sais, souvent, c'est le réal. Comme dans ce cas-là, c'est Francis qui a mené j'étais à sa maison, puis il a fait « J'ai pensé à quelqu'un pour Christian. » Toi. J'ai fait « Ah, ben oui, ça me tente, tu sais. » Puis c'est aussi comme un rôle, tu sais, vraiment plus dark aussi. Il me tombe pas beaucoup, mais quand même, tu sais, qu'il y a une espèce de ouais. Ça va pas bien dans sa vie. Ça va pas bien dans sa vie, fait que c'est tout le fun à jouer, tu sais. Mais, tu sais, souvent, puis, tu sais, Faradar, c'était vraiment un processus qui était tu sais, j'ai fait une audition avant pour jouer dans le film, avant d'écrire sur le film. Puis, tu sais, Viking aussi, j'ai un petit rôle, mais encore là, c'est Stéphane qui a fait « Hey, veux-tu jouer? » Tu sais, fait que pas moi qui demande rien, mais tu sais, je suis content. J'aime ça faire ça. Puis toi, Stéphane, pas le Stéphane Lafleur, mais Stéphane Larue, t'as pas de caméo dans le film, hein? Je me semble... T'en as un. Mini caméo. T'en as un. Il y a les... dans la scène... Il y a un coulage de shooter à un moment donné. Tu verses des shooters. Okay. Ça doit durer à peu près 2 secondes et quart. OK. Il fait un chin. C'était une belle expérience parce que... OK, oui, c'est le serveur dans le bar. Dans la scène où il y a le long plan séquence avec Greg qui rentre et... OK. Il y a après, un peu plus tard dans la scène, il y a un moment où il se commande des shooters, puis Francis était se trouvait très, très, très... clever de dire on va faire un bon caméo, t'es barman dans la vie, tu vas être barman dans le film, puis voilà, c'est ça. C'était une grosse journée aussi, il y avait full figurant cette fois-là. D'ailleurs, débutons avec le commencement. Stéphane, d'où est venu ce besoin de mettre sur papier ton histoire? Parce que c'est un premier roman aussi, il faut le souligner quand même. C'est un premier roman, mais c'est pas un premier manuscrit. OK. Moi, j'étais déjà en train de travailler sur un roman assez ambitieux de science-fiction avec mon éditeur Éric Larochelière à l'époque. Puis j'ai eu besoin... le roman prenait des proportions un petit peu trop grosses pour où je voulais aller. Puis là, j'avais besoin d'une pause d'écriture, mettons. Puis Éric, toujours comme l'excellent éditeur qui m'avait dit, mais ça tente pas d'écrire de quoi plus proche de toi, plus proche de ta vie, tu sais, à chaque fois qu'on se rencontre, tu me parles de ta job, de ton milieu, tu sais, tout ça. T'as peut-être de quoi à raconter, tu sais. Puis moi, plus jeune, là, ça se passe à peu près là, en 2013, 14, 15. Moi, beaucoup plus jeune, quand j'ai rencontré Bébert, en fait, qui est un collègue de longue date, j'étais sûr que j'allais écrire sur lui à un moment donné. Puis là, j'ai dit, c'est peut-être le moment de faire un petit livre sur lui. Puis finalement, c'est devenu un gros livre pas seulement sur Bébert, mais sur toute une période de Montréal, un milieu de travail, la restauration, la nuit, tout ça. Fait que ça s'est fait un peu par accident, mais dès que j'ai vu que la matière était là, qu'elle avait dormi assez longtemps dans moi, j'ai vraiment ouvert les vannes. Puis ça a donné ce livre que Éric Kaboulian a eu le défi d'adapter. Le grand défi.
Toi, tu l'avais-tu lu avant que Francis t'approche? Absolument. Ben, je l'avais lu. En fait, le roman est atterri chez mon agent. Puis, c'est ça. On a reçu une copie, un roman qui s'appelle Le Plongeur. Est-ce que tu voudrais le lire? Moi, je suis souvent transparent avec ça. Je ne lis pas beaucoup. C'est un peu je trouve que c'est une faille chez moi. Puis j'aimerais ça, prendre du temps pour le faire. Je le faisais à l'université. Puis à un moment donné, ça a comme... je sais pas. Je le faisais plus. Ça fait que le roman est arrivé, puis c'était une bonne brique. Puis j'ai fait, oh... OK, ouais, je vais le faire. Puis finalement, je suis embarqué là-dedans et j'ai repris plaisir à la lecture. Je l'ai lu somme toute assez rapidement. Puis tu sais, c'était vraiment excusez, j'ai sacré. Mais un gros page turner en fait. Puis oui, puis après ça, j'ai rencontré Francis. C'était comme il faisait comme une espèce d'audition de scénariste. Fait qu'il rencontrait 4 scénaristes. Puis c'était pas comme écrire-nous une scène ou rien. Là. C'était plus discuter un peu de comment l'adapter. Puis n'ayant jamais fait ça, je suis arrivé bien transparent aussi en disant je sais pas comment j'adapterais le roman, mais cela dit, voici ce que j'aime dans le roman, voici ce que je trouve qui aurait peut-être moins sa place dans l'adaptation. Puis on a parlé de rythme beaucoup. On a parlé vraiment d'une approche de ton et de rythme. Puis tout de suite, on a nommé Scorsese, évidemment. Puis après ça, tu sais, Trainspotting, on en parlait déjà la première fois qu'on s'est rencontrés. On a juste parlé de cinéma, au final. Puis c'était super agréable. Puis après ça, il m'a appelé pas longtemps après pour faire comme « Hey, you got the job ». Puis j'étais très, très, très content. Content puis un peu apeuré en même temps. Ben oui, mais en fait, j'ai été apeuré, mais pas tout de suite. C'est vraiment quand j'ai commencé à en parler un peu dans mon entourage pour dire « Ouais, c'est mon prochain projet, puis c'est là-dessus que je travaille ». Là, je me suis rendu compte à quel point ce roman-là avait eu un accueil très favorable et que ça a vraiment été même un phénomène. Là. Mm-hmm. Vu que je lisais pas beaucoup, j'étais moins au courant de c'est quoi les gros livres qui ont fonctionné. Puis, ben honnêtement, j'avais pas entendu parler du Plongeur. Puis c'est quand tu commences à travailler dessus que les gens font comme « Oh mon Dieu, c'est le livre de ma vie! » Puis pas juste une personne, mais genre tout le monde à qui j'en parle, t'es comme « Ah, OK, il a marché ce roman-là. » Puis c'est que là, la pression embarque un peu à ce moment-là. Ouais. Et justement, Stéphane, beaucoup de gens voulaient les droits. Je pense que tu as été très sollicité. Pourquoi avoir choisi Francis? Qu'est-ce qui t'a séduit? En fait, c'est une conversation que j'ai eue avec mon éditeur, parce qu'en fait, quand tu écris un livre, tu cèdes les droits à ton éditeur. C'est pas toi qui devient l'agent de tes... C'est l'éditeur peut choisir oui, ben en fait, c'est lui qui entre en contact et tout ça. Puis avec l'agente qu'on avait trouvé à l'époque, Marie-Pierre Coulombe, on considérait en fait l'offre de deux boîtes de production. Puis en fait, moi, on avait une proposition télé, puis on avait une proposition cinéma. Puis la proposition télé, c'est que tu vends ton univers, tu donnes ton univers entier. Puis moi, je voulais garder, si on veut, le contrôle sur l'avenir, si on veut, de mes personnages. Si j'avais envie de réécrire sur eux autres, tout ça, j'avais pas envie de... 4 ans plus tard, il y a 6 saisons d'une série. Alors, au cinéma, on achète l'histoire. Ouais. Puis je pense que c'est un livre qui aurait fait sûrement une bonne série, mais qui pouvait bien traverser à l'écran. Puis Francis s'était manifesté assez tôt dans le processus pour me dire. Il m'avait écrit un courriel dans lequel il parlait un peu de comment il avait apprécié le livre, comment est-ce qu'il voyait ça en film. Puis c'était... tu sais, des fois, on a un peu le fantasme, là, quand on écrit un livre, de dire hey, qu'est-ce que ça ferait comme film si jamais, tu sais. Puis il y avait plein de choses dans ce que Francis avait mentionné, de ce qu'il avait envie de faire au cinéma, que moi, je m'étais dit hey, ça serait le fun. Il avait mentionné Scorsese, tu sais, tout ça. Fait que là, on avait comme le réalisateur, puis il s'agissait seulement de trouver quelle boîte de prod allait comme faire la job le mieux possible. Okay. Puis c'est un processus qui est lent. Puis Francis savait qu'il voulait le faire, mais il n'avait pas encore trouvé à qui allait le co-scénariser. Puis c'est ça, Éric est arrivé un peu plus tard dans le processus. Puis au moment de la sortie du livre, on revient à 2016? Novembre 2016. Octobre-novembre 2016, ouais. T'attendais-tu à un succès comme ça? Okay. Pas du tout. Ça faisait déjà une
une bonne quinzaine d'années que j'écrivais avec prétention de publier, là, si tu veux. Puis j'avais vu des amis publier, tout ça. J'ai vu des gens avoir des succès d'estime, des succès relativement importants, mais jamais de cette ampleur-là. Donc, c'était vraiment à l'extérieur de ce que je pouvais, de mon horizon imaginaire, de me dire c'est sûr ça va marcher ou quoi que ce soit. Fait que toute l'espèce d'avalanche qui est arrivée après était surprenante, mais en même temps c'était trippant de vivre ça. Là, puis hier, c'était l'ouverture au rendez-vous du cinéma. Oui, c'était hier. Ça doit être une salle con, j'imagine. Oui, ben on était comme 1000 personnes. Là, je sais pas c'est combien de personnes à la place je pense des arts, c'est dans les 1000 personnes. Ça filait comme 1000 personnes. C'était très impressionnant. Vraiment du monde. Ça a super bien été, pour vrai. On sentait même dans la salle, les émotions qu'on voulait véhiculer passaient bien, là, je sens. Puis il y avait quelque chose de... Puis j'ai eu la chance justement aussi de rencontrer Bébert et le vrai Bébert, et l'inspiration aussi d'autres personnages. Puis man, tu parlais de Bébert que tu voulais faire juste un livre sur lui, mais même en vrai, c'est un personnage, c'est une personne extrêmement complexe et intéressante. Puis moi, je suis tombé sur le cul. J'ai fait waouh, ce gars-là est incroyable. Mais je me demandais même, j'aurais-tu dû le rencontrer avant? On dirait de le voir, on dirait que ça met plus en de complexité. Je pense que non, parce que je pense que, mettons, on peut parler de... Parce que je l'avais présenté aussi à Charles Aubé qui le fait dans le film, puis autant qu'il a eu le même feeling que toi quand il l'a rencontré, mais il préférait avoir avoir déjà fait son travail de création autour du personnage avant de rencontrer la vraie personne, parce qu'en même temps, que tu rencontres la vraie personne ou pas, ça devrait pas influencer sur comment est-ce que tu vas créer, puis comment est-ce que tu vas inventer le personnage, ou comment est-ce que toi tu vas l'écrire. Oui, t'as raison. Ça t'aurait peut-être un petit peu contaminé, tu sais. Mais t'as raison, parce que c'est vrai, oui, tu sors du roman, puis après ça, évidemment, qu'à un moment donné, dans ma tête, le Bébert qui est devenu est différent de celui du roman, puis je l'ai un peu, tu sais, c'est devenu mon Bébert. Celui aussi avec Francis, là, on s'entend, vu que celui du film. Celui du film, en plus, c'est que vous avez travaillé aussi sur, tu sais, il y a eu des choix à faire sur les personnages, fait que, tu sais, moi, ce que j'ai aimé, c'est que vous avez fusionné un peu d'autres personnages dans le Bébert qu'on voit à l'écran, qui est un Bébert un petit peu plus bienveillant, ou en tout cas grand frère, mentor, ange gardien, que dans le livre qui est un petit peu plus dark, tu sais. Fait qu'il y a ce travail-là aussi qui a été fait, qui est trippant à voir. Mais en tout cas, on parle beaucoup de Bébert, mais tu sais, toutes les autres, toute la galerie de personnages, tu sais, c'est pas pour rien que tu lis le livre, tu vois vivre, tu sais, je veux dire, c'est des gens qui sont plus vrais que nature. Il y a quelque chose des personnalités vraiment intéressantes. Puis j'ai compris, tu sais, OK, oui, là, ça vaut la peine d'avoir passé du temps là-dessus. Mais après ça, tu les as romancés aussi. Oui, là, ça aussi. Mais la base était riche. Là. Ouais, c'est ça. Je pense, en fait, c'est quand on fait de la fiction, que ce soit au cinéma ou dans les livres, faut une base. Il faut des humains riches, tu sais. Faut observer les humains, il faut les voir, tu sais. Puis quand on trouve la richesse, on trouve la grandeur, la complexité dans des personnes, on est capable d'en faire des personnages ensuite. Là, puis, c'est ça. Justement, ça m'amène à la question, est-ce que Éric t'a rencontré Stéphane avant de te mettre à la scénarisation? Oui. Par contre. Ça, il y a des raisons comme contractuelles de toute façon. Puis on voulait juste ça. Mais tu sais, ça n'a pas été beaucoup de rencontres. Là, puis... Est-ce que tu lui montrais tes drafts de temps en temps, tes versions de scénario? Ça a été, deux versions. Puis, mais en même temps, il fallait que Éric et Francis prennent leur distance du livre aussi, pour faire un film qui est autonome, qui est autonome du livre. C'est ça qui est leur vision, parce que tu veux pas que le livre devienne une béquille au film et vice-versa. Il faut que ça soit deux œuvres qui ont leur souffle à eux, puis qui sont capables de se porter elles-mêmes. Puis aller rencontrer les téléspectateurs ou les cinéphiles ou les lecteurs, les lectrices. Fait que je pense que c'est important d'avoir... Mais on a senti énormément de confiance. C'est ça qui a été super dans tout le processus. Il y avait quelque chose de... C'est beau de sentir cette confiance-là, cette bienveillance. Faire comme, allez-y les gars, puis... C'est pas vouloir tout checker puis tout voir, comme il aurait pu vraiment être hands-on sur son livre, Chris. C'est un peu inspiré de ta vie, tout ça, mais là, il y a eu cette belle confiance-là, comme créateur, ça te permet aussi de faire, OK, ben, c'est le fun,
Ben, quand tu crées, il faut que tu aies de la liberté. Sinon, ça étouffe le processus. Puis, entre toi Stéphane, tu l'as vécu, tu l'as écrit. Ouais. Là, il y a un film. Est-ce que le résultat final ressemble encore à ce que tu as vécu ou c'est rendu une photocopie de photocopie? Ou... Ben non, moi je pense qu'ils ont inventé, ce qu'ils voyaient dans le livre. Moi, ce que je trouve trippant d'écrire des livres, c'est que n'importe qui va lire ton livre va se faire un peu, comme un film dans sa tête. T'sais. Mais là, c'était le film qu'ils ont peut-être vu en lisant le livre. Je pense pas que c'est une... Je pense que c'est une lecture visible, mise à l'écran de ce que c'était. T'sais. Les gens disent « mais est-ce qu'ils ont respecté... » Oui, ils ont respecté l'univers, ils ont respecté l'esprit, je pense, du livre, qui est transposable à l'écran. Puis Francis et Éric m'ont comme tout le temps tenu un peu dans la boucle. Fait que j'avais confiance qu'ils allaient trouver quoi faire pour que ça vive, ça vive tout seul. Mais à la base, ça reste que c'est un roman aussi qui était, somme toute, quand tu mets un peu de côté les chapitres qui sont peut-être plus des digressions par rapport à l'univers, ça reste un roman qui était très narratif. Il y avait quelque chose qu'on pouvait suivre. Puis c'est ce que j'ai vu à la lecture aussi. J'ai senti ce chemin dramatique-là, cette construction de personnage, du personnage principal. Tu voyais sa courbe déjà à la lecture. Ce qui fait que c'est pour ça aussi que des fois, c'était comme, je pense que l'histoire là est bonne à raconter, faut la défricher puis trouver comme la bonne histoire de cinéma à raconter. Puis après ça, notre travail à Francis et moi a été de peut-être modifier certains enjeux dramatiques pour les montrer davantage, pour créer peut-être des build-up, changer des événements, mettre moins de personnages pour qu'on suive mieux l'action. Mais ça a été ce qui fait qu'on est très proche du roman, mais à la limite, on a quand même fait beaucoup de modifs aussi pour que ce soit un film, mais ils paraissent pas tant que ça parce que c'est ça, à la base, il y avait cette histoire-là qui était riche dans le livre. Parce que c'est un livre qui vient du cinéma en même temps. Je veux dire, je l'ai écrit avec des milliers de références, des centaines de références du cinéma, puis aussi du roman noir, du roman policier, que je voulais transférer dans un genre de roman d'apprentissage. Fait que là, c'est comme si j'avais vraiment un esprit cinématographique en tête quand je l'ai écrit, puis ensuite, c'est comme si ce livre-là retournait vers le cinéma. C'est vrai. La boucle est bouclée. Oui, tout à fait. Merci pour cette belle conversation. Merci beaucoup. Merci. Nous avons avec nous maintenant le réalisateur et co-scénariste du film Le Plongeur, Francis Leclerc, et le plongeur lui-même, Henri Picard. Bonjour, monsieur. Salut. Merci d'être dans le balado avec nous. Ça fait plaisir. C'est sûr qu'on a parlé quand même pas mal de scénarios et d'adaptations avec Éric et Stéphane. Ouais. Mais on pensait parler un peu du point de vue technique, du point de vue du tournage avec vous. J'ai vu une couple de shots de making-of. Il y en a pas mal qui circulent. Il y a de la grue au pied carré dans ce film-là. Genre. Ouais, ben là, pour le making-of, c'était impressionnant là, de mettre la journée où on l'avait. Non, mais on a eu quand même des bons moyens pour faire le film. D'ailleurs, le making-of, c'est sous mon initiative. Je fais une parenthèse parce qu'on n'a plus d'images de making-of. Puis c'est mon gars qui a filmé. Puis, c'est ce qu'on allait venir. On a lu le générique. Une très bonne job aussi. Ouais, puis il a co-réalisé avec Émilie Lemieux qui a monté. Puis il a été assistante monteuse sur Le Plongeur. Fait que c'est deux personnes qui connaissaient très bien le film, le contenu. Ils connaissent bien l'équipe aussi. Fait que c'était le fun d'avoir une proximité aussi. Puis toutes les entrevues dans le making-of. Que moi, je m'ennuie des bonus DVD. Je m'ennuie de tout ça. Puis là, je trouve que la génération d'Henri puis de mon gars, ils ont le même âge. Et il aime ça, ces affaires-là. Tu sais, Henri m'en parlait, mon gars m'en parlait, puis il aime ça voir comment les réalisateurs travaillent, il aime ça voir les acteurs au travail, des entrevues au moment où ils font le film et non pas après comme en ce moment, tu sais. Fait que, bref, on n'est pas là pour parler du making-of, mais je voulais juste souligner que sur Crave, c'est le fun, on a 24 minutes donc de making-of avec, des plans avec des grues impressionnantes. Mais tu fais bien de le mentionner. Et d'ailleurs, parlant d'impressionnant, quand même la cuisine que vous avez construite en studio, ça aussi, ça a de la gueule. Oui. Puis en fait, c'est un peu pour souligner ce travail-là de Mathieu, parce que il y a personne, les gens qui voient le film, il y a personne qui pense que c'est un décor. Là. Fait que quand tu vois ces images-là, tu fais « Oh, OK! » C'est pour ça qu'on est toujours dans la face d'Henri, puis de Bébert quand il est au four, je veux dire, au poêlon, on enlève les murs complètement. Fait que ça nous permettait de voir la face d'Henri. Puis, tu sais, des fois, il y a des rôles de préparation physique, d'entraînement. Là, c'était comme apprendre à travailler dans une cuisine comme si vous aviez fait ça. Vous l'avez la vaisselle. Il y a eu
un cours de cuisine. C'était moins, ça me concernait moins. C'était plus pour Weber, Charles Aubé, pour Fayolle qui fait Renaud, pour Robin qui fait Jonathan, puis pour Bonnie qui est joué par John. Fait que c'était des techniques de coupe, comment tenir des poils, tu sais, c'est des trucs de base comme ça. Moi, ça me concernait moins, mais j'étais pareil présent avec eux. Sinon, moi, j'ai fait une soirée en plonge une semaine avant le tournage. Puis j'avais déjà fait un peu de plonge à 17 ans pendant un été, mais moins, c'était pas à la même fréquence que Stéphane dans le film. Là. C'était comme 3 soirs semaine, fait que j'étais pas bien bon parce que je travaillais pas beaucoup, tu sais. Fait que, mais oui, ça m'a remis dedans effectivement, de faire une soirée en plonge avant le tournage. Ouais, j'avais déjà été plongeur, moi, mais c'était... tu sais, je pense que même au niveau des plongeurs, il y aurait une genre de ségrégation. Là. Moi, j'avais 16-17 ans, mais j'étais syndiqué dans une maison de personnes âgées. Okay. Fait que je voyais pas le même poêlon 6 fois dans ma soirée. S'il y avait 300 résidents, il y avait 300 assiettes. Ça mange pas beaucoup non plus. T'es lavé une fois, il y a du manger mou à rincer. C'était facile, là. C'est ça. C'était pas la même job full intense. Tu te fais pas crier dessus non plus trop. Non, c'est ça. Là, sur le plateau aussi, on avait 2 cuisiniers professionnels. Donc, toute la bouffe qui était là, c'était de la vraie bouffe cuisinée pour vrai. Dans soit notre cuisine, qui était notre cuisine qui fonctionnelle, mais on avait une cuisine aussi à côté. Ils préparaient tout. Fait que c'était un gros travail de préparation, mais aussi, il était là pour consulter, pour conseiller, en fait, tous les comédiens. Chaque plan, il était en arrière de moi, là, les cuisiniers, pour voir si ça se faisait bien. Fait que c'est pas mal véritable. Là. Tout ce qu'on voit à l'écran, il n'y a rien y a rien qui, à mon sens, en tout cas, a l'air fake. Puis on parle beaucoup dans toutes les entrevues et tout des références cinématographiques du film. Fait que Scorsese, puis... Ah merde, j'ai oublié. Danny Boyle avec Trainspotting. Ouais, Trainspotting, des trucs comme ça. Ouais. Fait que ça transparaît aussi rapidement des zoom-in, genre que je trouvais vraiment cool quand tu sors du cégep, je pense, à un moment donné. Ouais, puis aussi quand il arrive à Trattoria pour la première fois, un zoom sur le signe Trattoria. Mais des longs travelling aussi. Oui, on a pris c'est Steve Asselin qui pourrait mieux vous le dire, le directeur photo. Mais... on a fait des pannes, on a beaucoup bougé la caméra. Moi et Steve, c'est notre 6e film ensemble, en 6, fait que c'est pas pire. Puis on a voulu sortir du format très classique, en fait, puis ça nous a fait plaisir de retourner à notre école qui était le vidéoclip, puis on a ressorti nos vieilles affaires. Mais on a même sorti la 35 mm pour certaines séquences. Quand il y a du ramping, qu'on appelle, là, on passe d'une vitesse très ralentie à normale, comme La Matrice. Mais nous, c'est pas digital, c'est vraiment fait à la caméra, fait que ça pompe, l'image flash, puis je voulais vraiment que ça soit sale puis cru. Fait qu'on avait la 35 mm 2-3 jours sur le plongeur. Ouais. Puis, vas-y. J'allais juste dire qu'Isabelle Malenfant qui a monté, elle a fait une vraiment bonne job de décortiquer tous les plans qu'on a fait, parce qu'on a fait tellement de plans de, tu sais, juste mon œil aussi, pour quand il joue, tu sais, vraiment, on est proche. Fait elle a fait une très bonne job de ce côté-là pour tout monter ça. C'était quand même, ça avait l'air compliqué à faire. Ben, je me demandais un peu ça. C'est un livre qui décrit... c'est un livre très descriptif sur comment ça se passe dans une plonge, dans un rush de cuisine, pour que tu le ressentes. Fait que autant quand tu l'as lu la première fois, je me dis que tu avais tout de suite des images. Mais après, quand tu arrives sur place, Francis, est-ce que tu dis juste, je vais prendre plein de shots de plein d'affaires, puis on verra plus tard au montage, ou c'était déjà pas mal scénarisé, storyboard? C'était tout pensé, c'est très complexe. Mettons, il y a 2 séquences où il y a une caméra casque, là, puis c'est le POV vraiment du plongeur, mais c'est vraiment Henri qui cadre, parce qu'il y a de quoi sur la tête, puis on le voit dans le making. C'est assez impressionnant. Je voyais rien. Puis il voyait rien de ce qu'il faisait, parce que la caméra, il occupe comme tout son espace de son nez, fait qu'il voyait très peu. T'as-tu un petit viseur dessus, ou même? Je voyais absolument... Moi, j'essayais de voir derrière la caméra par les coins. Mais fallait... En tout cas, c'était lourd aussi sur ma tête. T'sais. Fait qu'il fallait un peu que... Tu gardes le dos droit. Où est-ce que la caméra est plus que mes yeux, en fait. Fallait que je juge comme si la caméra, c'était mes yeux. Fait que je positionnais un peu différemment, mais je pense que le résultat, finalement, a été... Ouais, fait qu'il y avait des tu sais, quand tu fais ces séquences-là, tu le prévois à l'avance. La chose que j'ai demandé à mon CCM, le costume coiffure maquillage, c'est que dès qu'on est dans la cuisine, tout le monde est habillé pareil tout le temps, parce qu'il y a des séquences où c'est des fractions de secondes, des fois où on voit Henri qui se tourne au bon moment ou tout ça, mais des fois on tournait random en se disant hey, fais de la plonge puis on fait la vaisselle, mais ça pouvait me servir n'importe quand dans le film. Fait que tout le monde est raccord. C'est pour ça qu'il y a toujours un t-shirt noir, toujours le même tablier, toujours la même calotte. Mais le monde s'en fout, à la limite, là, rendu là. Tu sais, les raccords de costumes sont le fun quand tu sors en ville, puis là, ils sortent dans les bars, puis il y a plusieurs costumes, ça, c'est le fun. Mais dans la plonge, de toute façon,
façon, sont toujours habillés pareil. Donc, c'était le fun de ne pas faire des petites différences là, que les costumières aiment bien faire. Là. Moi, j'ai comme interdit ça. Puis c'était comme important pour moi de pouvoir utiliser toutes les images n'importe quand, dans n'importe quelle scène. Fait qu'on avait un gros pool d'images. Fait à ta question, oui et non. Voilà, c'est très clair. Hein? Ouais. Moi, on s'était parlé... il y a 1 an à peu près, tu nous avais parlé justement d'Henri, que tu avais passé 2 fois en audition. Oui. La première, que c'était moins bien passé. La deuxième, Henri, comment tu l'as attaqué, cette audition-là? Et moi, j'avais oublié ce projet-là un petit peu parce que ça faisait 3 ans aussi que j'avais fait l'audition. Puis je m'en rappelais dans le sens que quand j'ai vu le courriel, j'ai fait « Ah, le plongeur! » Mais j'avais pas lu le roman non plus, je connaissais juste le synopsis de base. Puis, il y a une scène que j'ai vraiment bien appris. Il y a 2 autres scènes que j'étais supposé apprendre, mais qui, dans le courriel, avait eu un fuck-up. Puis, j'avais pas vu 2 autres scènes que j'étais supposé apprendre. Fait que c'est dans le taxi, en me rendant à l'audition, que j'ai réalisé qu'il y avait 2 autres scènes que j'avais pas appris. Fait que là, j'ai commencé à paniquer. J'ai failli revirer de bord puis dire j'irai un autre jour. J'ai bien fait d'y aller quand même parce que Francis était très détendu avec ça. Puis, il m'a dit va l'apprendre sur le side avec les autres gars qui étaient là pour auditionner. Fait que j'ai donné mon 100%, là, pour mon 110% même. Puis la scène que j'avais bien appris avant, ça, je l'avais pratiqué. Je me rappelle, je l'avais pratiqué même avec mon père. Puis c'est rare. Fait que, Mais moi, j'ai aimé que Francis nous avait dit il est venu comme si c'était un Christ de fourreur. C'est comme ça qu'il nous a convaincus. Oui. Ben, vraiment, il est arrivé en menteur complet. Puis il avait un grand sourire dans la face. Puis il a son charisme, Henri. Mais au-delà de ça, on dirait qu'il... Tout ce qu'il disait était vrai, alors qu'il disait « Oh oui, j'ai déjà fait ça. Ouais, ben pas de trouble. » Dans le fond, le jeune homme en dessous, il panique un peu puis il dit n'importe quoi à Bébert. Là. Fait que c'est ça tout le film. Je veux dire, il ment toutes les scènes. Fait que il avait compris dès la première scène avec Bébert dans une cuisine qu'il fallait qu'il mente. Puis, à force de travailler avec Henri pendant l'audition, c'était très clair pour moi que, en fait, il est sorti. Puis moi, j'ai regardé Éric Bouliane qui a fait les auditions avec moi. Puis c'était comme, ouais, je pense qu'on l'a. Tu sais, tu laisses la chance aux coureurs au pluriel après qu'ils s'en viennent. Mais moi, ça m'a rassuré beaucoup d'avoir trouvé Henri tôt. Puis après ça, on s'est vu beaucoup, puis on a répété, puis on a parlé du roman, on a parlé du scénario, puis on a beaucoup travaillé en amont. Tu sais. On parlait de Scorsese tantôt, puis il m'a proposé plein de films à écouter. Je pense que tu m'as envoyé 20 films, là, je pense. Ouais, à peu près, ouais. J'en ai écouté peut-être 7, ceux que je jugeais qui me parlaient plus. Ouais. Puis ça m'a vraiment aidé. Surtout des films comme Crazy ou Donnie Darko, que c'est une histoire d'un gars de 20 ans qui a un peu la tête dans les nuages, qui est un peu troublé, perdu. Ça a vraiment collé. Je trouvais que ça collait au film, au plongeur. Fait que ça m'a aidé. Fait que oui, la préparation, ça a fait qu'après, j'étais bien moins stressé là, quand on est arrivé sur le tournage parce qu'on avait tellement jasé avant. Puis... Ce qui est le fun avec Henri, c'est que c'est un jeune cinéphile. Il voit des films, il vient d'une famille de cinéma, puis moi, chez nous, c'était de même aussi. Fait que, vous le savez, j'aime ça parler de cinéma avec vous autres, mais j'aime ça parler de cinéma avec mes comédiens aussi. Puis je trouve ça le fun quand... Tu sais, Jade Charbonneau, c'est une grande cinéphile qui était le rôle principal de L'Arracheuse de temps aussi. Puis j'ai eu le même rapport avec Henri, puis les films en général. On s'est parlé de Babylone, on n'est pas d'accord sur plein d'affaires, mais ça suscite des discussions. C'est partagé. C'est partagé. Vous devinerez. Non, mais c'est pas... On n'est pas là pour parler de Babylone, mais j'ai autant aimé le film que je l'ai détesté. Fait que, moi aussi. Nous autres, ça, on est comme... Je suis sorti, puis je suis comme, j'ai pas adoré ça, j'ai pas haï ça. Ça doit être quelque part entre les deux, mais je pourrais pas dire que c'est un 3 sur 5. C'est trop polarisant. Pour la première heure et demie, moi, j'ai dit à Henri, là, c'est un chef-d'œuvre, c'était le film de ma vie. Je regardais ma blonde au cinéma, puis je faisais, man, voyons, c'est le film de mes rêves. Puis tranquillement, tout tombe une affaire à la fois, puis c'est tellement dégueulasse, la finale. Tu sais, j'ai fait mes voyons, c'est fou comment ça part, puis là, ça fait comme une grosse montagne russe où ça tombe à plat. Henri a des réserves à ce sujet, mais... Fait que là, on fait la promotion de Babylone. Ouais, ben c'est intéressant. Le film, il en aurait eu besoin. Il perd son budget. Mais, fait que le plongeur. Ouais. Puis, il y a plusieurs thèmes, c'est drôle parce que tantôt tu parlais que tu te souvenais du synopsis quand tu étais allé à l'audition il y a quelques années, puis mais on dit ok, c'est un employé qui est plongeur puis qui est accro aux machines à sous. Ouais. Mais finalement, c'est une addiction qui est remplacée par une autre addiction. Probablement que si on faisait un film qui centrait sur chacun des autres personnages de la cuisine,
Ils ont tous aussi leurs problèmes Oui. d'une certaine façon, c'est ça qui est cool. Là. Ouais. C'est ça qu'Éric a vraiment trouvé en cours de scénarisation, c'est ce transfert-là d'une addiction à une autre, puis que, dans le fond, tout le monde en cuisine a des problèmes, ou en tout cas, ça veut pas dire que tout le monde en cuisine dans les restaurants aujourd'hui ont des problèmes, mais je veux dire, moi, je compare ça beaucoup à une équipe de cinéma. C'est fou comment une équipe de cinéma, ça va de gens hyper scolarisés à pas du tout. T'as des chefs coiffeurs qui font des miracles avec la pilosité des gens, puis à côté de ça, à l'heure du dîner, ces gens-là mangent avec des chefs machinaux qui ont fait de la prison. Je veux dire, c'est ça une équipe de cinéma. Comme une brigade de cuisine aussi. Comme une brigade de cuisine. Fait que ce que Stéphane Larue, quand il était venu nous voir sur un plateau, moi en 2017, je faisais Marche à Londres, puis il était venu, puis il avait fait... C'est extraordinaire à quel point vous fonctionnez, même si tout le monde est issu de milieux différents. Il dit la cuisine, c'est la même affaire. Fait que c'est inconsciemment, peut-être que c'est ça qui me plaisait beaucoup dans le roman, c'est que c'est des gens hyper différents, qui ont des backgrounds différents, puis ils se ramassent tous dans la même cuisine au même moment. Ouais, puis rassemblés autour d'un objectif. D'un objectif, puis une mission de réussir même, quelque chose dans ta soirée. Puis d'accomplissement, puis de fierté, puis de... Tu sais, ils sont tous fiers de faire de la nourriture qui a de l'allure, puis Bébert, c'est un bon cuisinier, là, tu sais, fait que c'est intéressant, c'est des personnages avec des failles, mais des grandes qualités. Puis, est-ce que toi, Henri, dans le processus, tu as rencontré Stéphane éventuellement? Oui, j'aurais aimé ça le rencontrer plus tôt, mais les choses ont fait que je l'ai rencontré la veille du début du tournage. Ce qui est mieux que rien. T'sais. Puis j'y ai parlé beaucoup pendant le tournage aussi. Je suis allé à son bar parce qu'il est propriétaire d'une taverne à Montréal qui s'appelle la Taverne du Pélican. Il est copropriétaire, en fait. Fait que lors du tournage, je suis quand même allé le voir une couple de fois. Puis on s'est jasé, ça a cliqué tout de suite. C'est un gars super terre à terre. Qui a un grand cœur, puis que ça a cliqué vite. On est mélomanes les deux aussi. Fait que, mais en même temps, j'essayais pas de faire une imitation de lui parce que j'essayais de me fier au roman puis au scénario. C'est vraiment ça. Puis les gens le connaissent pas dans la vie non plus. Le public le connaît pas dans la vie quel genre de personne il est. Fait que j'ai essayé de faire mon plongeur à moi, puis me fier au livre le plus possible. Et est-ce qu'en parlant musique, il t'avait donné une pile de 20 CD ou 20 cassettes à écouter comme il m'a proposé des tunes de Iron Maiden. Je me rappelle que quand j'allais faire ma soirée au Lustucru, qui était un bistrot où est-ce que j'ai fait ma soirée de plonge avant le tournage, il m'a dit t'écouteras cette tune-là, c'est la tune Die With Your Boots On de Iron Maiden. Il m'a dit t'écouteras ça en te rendant à ta soirée de plonge. Ça, j'ai adoré ça, puis je l'écoutais en me rendant là-bas. Fait que oui, il m'a montré des tunes, puis... Justement, on est des chums maintenant. La musique joue un grand rôle dans le roman et dans le film. Francis, peux-tu me donner un petit mot là-dessus? Est-ce que ça a été compliqué d'avoir les droits ou non, au contraire? C'est un mélange de... c'est un long processus. Moi, je dis toujours, Stéphane, quand il écrit le roman, il a le beau jeu, il met n'importe quelle tune, puis ça écoute zéro. Mais c'est un autre problème quand tu veux transmettre les musiques qui sont référées dans le roman sur grand écran. Fait que ça a été un long travail. Même dans la scénarisation, il y a des tunes. Moi et Eric, on avait une dizaine de tracks qu'on voulait vraiment. C'est sûr qu'en cours de route, il y a des choses qui tombent parce que c'est hors de prix. Il y en a que t'es étonné à quel point la réponse est positive et le feedback est direct des fois. Puis, je parlais à Josh Dumas qui a libéré les droits. Là, c'est lui qui a fait le gros travail, c'est pas moi. Là. Les gens imaginent, je prends mon téléphone puis j'appelle Tom York, mais c'est lui qui le fait, puis c'est lui qui parle aux représentants de Radiohead, mettons. Mais hier encore, il me disait, c'est fou, libérer Metallica en 2 jours comme ça, c'est parce que les gars, ils ont aimé le scénario, parce qu'ils ont vu c'est quoi les séquences, puis Josh fait un travail de traduction aussi, c'est ça, puis on ment pas, on dit c'est ça, puis c'est un gars qui trippe sur le métal, fait que en fait, les bands heavy metal ont tous répondu à une vitesse éclair, là, parce que ils faisaient enfin, on a notre musique, puis c'est mis de l'avant en étant glorifié, tu sais, fait que c'est beau, ça. Puis ils ont fait des prix d'amis, à quelque part, pour des films d'auteur. Il y a des brackets là, dans ce milieu-là de si j'étais un Marvel, ça aurait été 1000 fois le prix. Mais ces gars-là, c'est des artistes indépendants aussi. Fait que, en tout cas, c'est une belle incursion pour moi, en tout cas, dans ce monde-là de la libération de droits de musique. Puis c'était très tôt dès le début. Moi, je voulais pas de musique score, de la musique composée à l'image. Justement, est-ce que tout était canné avant le tournage parce que tu l'utilisais live sur le plateau? Oui, comme Prodigy, on l'a eu une semaine avant, puis sinon, j'avais un backup pas bon. Là. Fait que je voulais vraiment smack my bitch up pour la séquence, puis quand je l'ai fait jouer, puis les jeunes me regardaient. Je me souviens, mon gars était là, il me regardait, puis il me disait...
t'as eu les droits. Puis il capotait parce que c'est un de ses vinyles préférés. OK. Fait que c'était là, pas Big Shiny Tunes, lui, qui l'a marqué. non. Big Shiny Tunes 2, je pense. Ouais. Non, lui, c'est vraiment les Prodigy que moi j'ai. On les a tous là, en vinyle. Fait que c'est comme. Puis aussi, les ambiances sonores, je sais pas si c'est encore ça, mais au début, le plan d'ouverture, ça, c'est une toune de métal en slow-mo. Ben, ça, c'était du Slayer que j'avais mis à 6%. 6%. Fait que le plan d'intro, là, si vous le revoyez, il y a comme un boom qui revient puis il y a du bruit métallique. Fait que moi, au offline, j'avais mis du Slayer à 6%, puis c'était ça qu'on entendait, mais c'est tellement dégueulasse le son qu'Olivier Calvert, le concepteur sonore, lui a repris l'idée de ce son-là, de métallique au ralenti avec un... Puis là, il a développé ce que j'appelle le langage du Seigneur des Anneaux pour ce plan-là. L'œil de Sauron au début sur le brûleur, puis la caméra qui monte. Fait qu'il a recréé l'idée de Slayer, mais il dit il y a tellement d'artefacts dégueulasses dans ton son que dans une salle, ça va être pas bon. Mais on prend l'idée du Slayer au ralenti. Donc, ça a créé la patente que Olivier a créée. Ultimement, ça coûte moins cher. Slayer n'aurait jamais su que c'était leur tourne à 6%. Cela dit, on a du Slayer dans le film, c'est parfait aussi. Là. Puis, je me souviens, pour finir avec la musique, Miss Ecstasy, qui est un succès souvenir je me rappelle mon début 2000. Ça se peut-tu que c'était pas dans le roman? Il n'y avait pas tant de musique québécoise. Je pense qu'il y a 10 tracks sur les 24 que c'est 0 dans le roman parce que c'est moi. Il n'y a pas de Prodigy dans le roman. Cherchez-le, vous ne le trouverez pas. Aussi, ça vient de moi ou de la monteuse ou de Josh qui a fait des suggestions. Là, ça aurait pas pu être juste du métal aussi. C'est le fun qu'il y a un peu de tout. Parce qu'à un moment donné, juste du métal, des fois, il y a certaines personnes, ça peut être agressant pour eux aussi. Ben, en plus, puis de toute façon, on voit que le personnage, quand il discute avec Bonnie, il parle beaucoup de musique de Neil Young, il me semble. Oui, Neil Young, puis tu vois, parce que justement, Stéphane, lui, il s'est fait montrer plein de musique par son père quand il était jeune. Son père est mélomane et tout, fait que c'est pas juste du métal, c'est juste qu'il accroche particulièrement à ce type de musique-là, mais il écoute vraiment de tout. Puis tu m'as ouvert sur la scène d'ouverture, justement. J'essayais de me rappeler, je parlais du roman avec Patrick tantôt, qu'il l'a jamais lu, puis moi, ça fait plusieurs années. Il me semble que ça commence il rencontre Bébert, puis après, on vient dans le passé. Fait que vous, avec Eric, c'était sûr que ça allait pas être ça. Fallait que ça commence avec de l'action. On a tellement changé la structure du roman, dans le fond. C'est une grande introduction, en fait. On voit comme c'est un flash-forward de la finale, le début du livre. Puis ça finit, on revient à Bébert comme 3 ans plus tard. Fait que nous, c'est notre... je veux pas vendre de punch, mais je veux dire, cette introduction-là, nous, elle est à la fin du film, en fait. Puis on trouvait... Moi, en fait, je voulais régler une affaire vite là, pour le début du film. C'est que je voulais commencer en cuisine, voir le plongeur, faire de la plonge. Puis là, tout le monde fait « OK, c'est ça le plongeur. » Puis pas comprendre pourquoi... Le monde ne se dit pas « Comment ça, on est déjà dans une cuisine? » Ben non, ils connaissent rien du storytelling à date. Fait que je voulais comme cocher toutes les cases de gars, la cuisine, là, ça marche, là. Puis on vous en met plein la vue pendant 2 minutes. OK, c'est beau. Fait que là, on recommence l'histoire un peu. Puis là, on voit comment il est arrivé dans la cuisine. Puis bref. C'est très scorsésien de jouer avec la structure comme ça. Puis c'est là que Martin nous a beaucoup aidé avec ses films des années 70. Consultant. C'est notre consultant, il sait pas, mais tu sais, ses films existent, il faut s'en servir. Peut-être sur un jour, on sait jamais. Sur ce, merci beaucoup pour cette belle conversation. Merci à vous. Bon succès au film. Merci.